à Claude Saralier et Laurence Casalis avait donné pouvoir à Madame Clouscar-Martinato avant de partir. J'ai les pouvoirs. Et Madame Malem avait donné pouvoir à Madame Maud. Voilà. Bien. Mais nous avons toujours le quorum. Monsieur Laurier, il ne pouvait pas donner de pouvoir. Il aurait pu me donner pouvoir, mais ça l'aurait peut-être gêné. Parce que vous en aviez déjà un. Voilà, donc vous ne pouvez pas concentrer tous les pouvoirs, Monsieur Fury. Eh non. Voilà, donc nous poursuivons maintenant avec le chapitre des ressources humaines. Sur ce chapitre, un seul point qui concerne le recrutement d'agents vacataires pour effectuer les opérations de recensement. Donc 14 agents vacataires pour effectuer les opérations qui se déroulent donc du 8 janvier au 2 mars et un vacataire supplémentaire pour la même période jusqu'au 9 mars. 9 à temps complet, 6 à temps non complet. Voilà, donc vous savez que les recensements s'effectuent maintenant chaque année et au dernier recensement. Donc les chiffres que j'ai au 1er janvier 2017, le chiffre de la population 2015 était de 39 266 habitants. Voilà. Les observations, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Concernant le chapitre du développement urbain, à l'absence de Madame Casalis, c'est moi qui vais rapporter. Donc la première délibération concerne les quartiers prioritaires politiques de la ville et la convention de portage que nous avons maintenant engagée depuis plusieurs mois avec le PFL du Grand Toulouse pour l'opération donc Bel Air. Nous avons déjà, selon cette même procédure, demandé à l'EPFL de faire le portage de 4 maisons. Un nouveau propriétaire, donc 5 chemins de l'Ormeau, s'est manifesté et a souhaité donc céder son bien au prix de 180 000 €. Et donc, comme pour les précédentes délibérations, nous vous demandons d'approuver la convention de portage avec le PFL pour le bien situé 5 chemins de l'Ormeau. S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Les 2 points suivants, donc c'est Monsieur Gilles Darnaud qui va les rapporter. Donc le point 10 concerne l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile Bouygues Télécom sur le site sportif Michel Bendichou. Et le point 11, donc, qui est quasiment identique. Sa petite sœur. Avec mobile Free Mobile. Free Mobile. Voilà. Donc vous avez la parole, Monsieur Darnaud. Merci Madame le maire. Bonsoir mes chers collègues. Donc, délibération numéro 10, installation d'une antenne relais de téléphonie mobile Bouygues Télécom sur le site sportif de Michel Bendichou. Alors en préambule, si vous me le permettez, je voudrais saluer remercier les 3 directions qui ont contribué à la gestion de ce projet. Bien sûr, ça a été mené par la direction des services techniques de M. Gilles Serre, mais avec l'aide de la direction de l'urbanisme et avec l'aide de la direction des sports. Donc, la société Bouygues Télécom a sollicité, depuis maintenant plusieurs années, la commune de Colomiers dans l'objectif de couvrir un territoire en cours d'urbanisation et insuffisamment desservi par les services Internet mobiles situés au nord-ouest de la commune. Les besoins de couverture sont avérés depuis 2010. Les projets précédemment proposés, que ce soit celui de 2011 ou celui de 2016, puisque en décembre 2015 on était venu ici pour délibérer, n'ont pas pu aboutir par faute d'autorisation de la Direction générale de l'aviation civile, notamment sur le projet de 2016, au vu de la non-compatibilité des projets avec les règles de servitude aéronautique de dégagement. Les travaux de la commission locale des antennes relais, la CLAR, ont identifié qu'au moins un autre opérateur de téléphonie mobile était à la recherche aussi active dans ce secteur. On le verra après, il s'agit de Fruits pour la délibération numéro 11. Donc, dans le cadre d'une volonté d'optimisation des structures hautes du territoire, mais également de limitation de l'impact de ce type de projet,
La commune a proposé la mutualisation du mât d'éclairage sud-ouest du terrain principal du stade Michel Bendichou. Alors ce mât, je le rappelle, est celui qui est le plus proche de l'entrée du stade, dans le prolongement de la tribune présidentielle. Donc en cours de remplacement pour accueillir les équipements radio d'une antenne relais de téléphonie mobile de l'opérateur Bouygues Télécom. Le remplacement du futur pylône d'accueil a été rendu nécessaire par le renforcement de l'éclairage du terrain principal du stade Michel Bendichou, donc la mise aux normes de l'éclairage, et aussi par les contrôles structurels défavorables à son maintien. Juste pour rappel, on avait un problème de tenue en fatigue de ces pylônes criquaient. Les équipements radio sont installés sur le nouveau mât, sous la herse d'éclairage du terrain principal. Pour info, c'est entre 200 et 250 kg qu'il faudra héberger sur ce pylône. Une zone technique de 15 mètres carrés sera clôturée et munie d'un filet par ballon. Elle sera située dans un espace non circulé et compatible avec les exigences d'exploitation de cet établissement recevant du public. Le site d'implantation est situé à plus de 110 mètres des premiers immeubles d'habitat collectif et à plus de 200 mètres de la crèche de la NASP ou du collège Léon Blum. L'accueil de l'antenne relais de téléphonie mobile a nécessité le surdimensionnement du mât initialement prévu, qui a généré un surcoût sur la fourniture du pylône et de son massif d'ancrage. Dans sa proposition, Bouygues Télécom s'engage à financer l'ensemble de ce surcoût. Je vais y revenir dans quelques instants. La convention proposée en annexe prévoit une durée de mise à disposition du mât initiale de 9 ans et pourrait être prorogée par périodes successives de 1 an. Donc le loyer annuel est de 10 000 € et sera réévalué à la hauteur de 1,5% par an. Donc, je reviens sur les aspects un peu chiffrés du coût du pylône. Le pylône était aujourd'hui, le coût total du pylône était à la hauteur de 118 kg. Le droit d'entrée de l'opérateur Bouygues sera à la hauteur de 38 kg. Et le delta, bien sûr, est à partager entre la commune et le SDEG. Le delta restant à la commune est de 40 278 €. Je vous dis tout ça parce que, en moins de 48 mois, grâce à ce loyer de 10 000 €, les frais de ce pylône nous seront complètement remboursés. Donc on peut attendre un retour sur investissement en moins de 4 ans. Une information sur le projet a été menée par la commune, donc en présence de l'opérateur, le 27 décembre 2017, et a convié les riverains dans un rayon de 300 mètres autour du projet. Donc on a fait une action de boitage. 1400 courriers ont été distribués entre les 13 et 19 décembre 2017. Les utilisateurs du site, les comités de quartier, les Hauts-de-Colomiers, le Perger et le Centre, et ainsi que le club du rugby professionnel et l'association en charge de l'école de rugby. De plus, la CHSCT de la mairie a également été informée du projet en cours à travers une réunion dédiée le 9 janvier 2018. Un point d'étape a été envoyé début février 2018 aux riverains présents à la réunion du 21-2017 et qui ont manifesté le désir de recevoir les informations au fur et à mesure de l'avancée du projet. La ville sera vigilante à la vie du site et fera réaliser des mesures de champs électromagnétiques sur le stade avant et après mise en service du site. Ces mesures ont déjà été effectuées avant l'installation par Bouygues et Fruits et on tient bien sûr les valeurs de ces mesures à disposition. Les riverains qui le désirent pourront également faire réaliser gratuitement des mesures à leur domicile. Ces mesures seront publiques et consultables librement. Comme le rappelle la règle de la CLAR, au-delà d'une valeur mesurée selon le protocole NFR qui va au-delà de 6 volts par mètre, la ville, au travers des travaux de la CLAR, s'engage à agir auprès du ou des contributeurs pour faire diminuer ces expositions.
Je viens d'apprendre par un email de Madame Guichetot que nous avons eu le quitus de la DGAC pour ce projet. Aussi, il est demandé au conseil municipal donc d'autoriser Madame le maire à signer la convention si annexée ainsi que tout document afférent, d'autoriser le porteur de projet à effectuer les investigations préalables nécessaires à la réalisation du projet, d'autoriser Bouygues Télécom à déposer l'autorisation d'urbanisme nécessaire sur le site communal et enfin de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci, Monsieur Darnaud. Donc, un travail important que vous avez mené au sein de cette CLAR qui réunit les élus finalement de nombreuses sensibilités de cet hémicycle et qui ont très très bien travaillé. Je veux le saluer pour tous ceux qui s'y sont engagés et investis. J'ouvre le débat. S'il y a des prises de parole sur ce sujet. Oui, Monsieur Refalot. Merci. Court et efficace, hein, on avait dit. On va essayer. Donc, la question qui est posée à travers cette délibération, c'est de savoir s'il y a un risque non nul pour les habitants exposés aux champs électromagnétiques générés par ce type d'antenne. Il apparaît que vous répondez vous-même à la question puisque vous parlez dans la délibération de limiter l'impact de ce type de projet. Il y a donc bien un impact, mais il n'est pas défini précisément. Vous dites que la ville sera vigilante et qu'elle fera réaliser des mesures des champs électromagnétiques et vous ajoutez que les riverains pourront faire réaliser des mesures à leur domicile. Pourquoi toutes ces actions de vigilance et de précaution si il n'y avait pas de risque? Vous précisez aussi que si la valeur mesurée selon le protocole AFNR 6 volts par mètre était dépassée, si cette valeur était dépassée, la ville agirait pour faire baisser l'exposition. Vous admettez donc possible que le taux d'exposition généralement admis soit dépassé. Il serait intéressant que vous nous précisiez quelles seraient alors les conséquences sanitaires d'un tel dépassement. Nous aimerions également savoir comment vous agiriez concrètement pour faire baisser l'exposition selon les termes mêmes de la délibération. Il existe donc un risque non nul quant aux effets de ces champs électromagnétiques, même si, en l'état de la science, nous serons d'accord pour reconnaître qu'il y a davantage d'interrogations que de certitudes quant à la réalité de l'étendue de la nocivité de ces champs et leur impact sur la santé des populations. Il faut ajouter que la pleine puissance des antennes se développe sur un rayon de 300 mètres à l'horizontale et dans ce secteur, Ducellerie-Naspe, à moins de 300 mètres, il y a des immeubles, des maisons, une maison de quartier et une crèche. Donc, si le risque est non nul, il est légitime de faire valoir le principe de précaution. Je ne vous apprendrai pas que la jurisprudence indique que les collectivités locales ne peuvent invoquer ce principe de précaution pour s'opposer à l'implantation des antennes relais. Ce qui, de notre point de vue, est absolument scandaleux, car cela signifie que ce sont les opérateurs téléphoniques qui imposent aux communes leur choix, au mépris des craintes, des inquiétudes légitimes des citoyens et des élus, et au mépris des risques non nuls pour la santé des populations. Nous voterons donc contre cette délibération au nom du principe de précaution qui devrait pouvoir être légitimement invoqué. Merci. Monsieur Darnaud. Merci Madame le maire, merci Monsieur Refalot pour votre intervention. Alors, le risque zéro sur la question des champs magnétiques n'existe pas. Et je suis très mal placé pour en parler. Par contre, comme chacun sait,
nous sommes mêlés, l'homme est mêlé au champ magnétique. La Terre a un champ magnétique. Nous vivons au milieu des champs magnétiques, que ce soit dans le cadre de notre maison. On vit aussi dans les champs magnétiques quand il s'agit de téléphonie mobile, de 3G, de 4G, à travers des fréquences particulières. Depuis 3 ans maintenant, nous avons décidé, eu égard aux 26 antennes, certaines sont mutualisées, d'autre part, aux 26 antennes qui sont déjà implantées sur le sol columérin, d'effectuer toute une série de mesures sur des lieux publics. Nous en avons fait à ce jour la moitié. On a commandé 130 mesures, nous en avons fait 65. Sur les 65 mesures, nous avons en priorité effectué des mesures, tout d'abord sur les crèches, sur les écoles maternelles, sur les écoles primaires, les centres de loisirs. Et ainsi de suite, nous irons visiter les EHPAD, les maisons citoyennes, ou des lieux publics où se trouvent aujourd'hui les columérins. Ce qui dégage de ces mesures, c'est tout d'abord une expérience. Nous avons effectué 65 mesures. Ces mesures ne dépassent pas 0,65 vols par mètre. On sait que le seuil sanitaire atypique est à 60 vols par mètre et le seuil proposé par la NFR est à 6 vols par mètre. Donc on est 100 fois moins que le seuil sanitaire proposé et 10 fois moins que le seuil ANFR. Je vous dis tout ça parce que c'est uniquement factuellement que je peux vous répondre. Je n'ai aucun, comment dirais-je, avis technique ou de médecin sur la santé humaine. Je peux pas venir sur ce terrain-là avec vous ce soir. Par contre, ce que je peux faire, et on s'y est engagé avec mes collègues de la CLAR, c'est faire un bilan complet sur le sol columérin. Chose que nous avons engagée et que nous continuons à faire. Je ne suis pas sûr qu'il existe en France une ville qui a autant engagé l'ANFR et, on va dire, les responsables politiques sur la question des champs magnétiques. Je suis pas sûr qu'il existe une ville en France qui a donné autant de transparence sur la question des champs magnétiques à ses concitoyens, à ses administrés. Nous le faisons. Maintenant, si on revient sur les 2 délibérations de Bouygues et de Fruits, elles sont aujourd'hui placées à 200 mètres, un peu plus de 200 mètres des habitats verticaux et des premières crèches. Donc, une fois que les pylônes seront érigés, avec bien entendu les antennes, on ne manquera pas de faire des mesures et on ira chercher bien sûr les points émergents. Il faut savoir que dans ce secteur nord-ouest de Colomiers, nous avons des antennes SFR et des antennes Orange. Il faut savoir que Bouygues et Free payent à Orange et à SFR une itinérance pour assurer le service qu'ils doivent assurer à leurs clients. En 2020, l'État interdira cette coopération entre les opérateurs. Donc on se devait aussi de trouver une solution à ces 2 opérateurs par un souci d'équité vis-à-vis de d'autres qui ont un monopole. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Merci, Monsieur Darnaud. Oui, Monsieur Gimena. Oui, je remercie Monsieur Darnaud pour sa réponse. Cependant, j'ai moi aussi quelques interrogations. Vous dites qu'il y a une action d'information qui a été réalisée avec l'opérateur.
En termes de méthode, il aurait été peut-être aussi intéressant de faire cette action d'information aussi avec un représentant, par exemple, national de l'association Romain des Toits. Pourquoi? Parce que avant de venir à ce conseil municipal, je me suis amusé à faire un petit sondage dans le quartier. Vous avez effectivement communiqué, mais vous avez communiqué sur les propos de l'opérateur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la population a été informée d'un potentiel danger. C'est-à-dire que la communication était effectivement de sécuriser, de dire qu'il n'y avait pas de souci, mais qu'il fallait informer sur la qualité du projet tel qu'il est présenté dans cette délibération. Ce sondage, c'est 3 familles. 3 familles. Une dans un pavillon, une à la NASP, et un autre pavillon du côté de Léon Blum. Donc, permettez-moi de dire que communiquer, c'est une chose, mais en la matière, il conviendrait de communiquer avec, je dirais, tous les arguments, des pour, on va dire, pour le schématiser, hein, des pour et des contre. Monsieur Refalot vous a dit que le rayonnement, c'est 300 mètres. Toutes les études savent qu'un pylône, il est en pleine puissance sur un rayon à l'horizontale de 300 mètres. Or, dans cette délibération, nous parlons de 200 mètres. Vous parlez de 200 mètres, mais on pourrait peut-être même imaginer que les premiers immeubles ne sont même pas à 200 mètres. Ils sont à 50 mètres, 60 mètres. Même pas. Même pas. Donc, j'avais réalisé avec un laboratoire indépendant, en 2014, des mesures aussi. Et on les avait réalisées sur le quartier de la NASP, sur le quartier du Poitou, et au Val d'Aran. Ce monsieur avait même fait une conférence à Colomiers, et force était de constater que les seuils dont il avait révélé l'existence n'étaient pas forcément les mêmes que ceux que vous avez... voilà. Donc, vous savez, dans la matière, c'est quand même... c'est pas évident, cette histoire, et je souscris tout à fait à ce que vous dites, sans rentrer dans une polémique, ou en tout cas dans un débat qui pourrait être fort enrichissant, sur la question des ondes électromagnétiques. Personne ici ne peut quand même balayer d'un revers de manche qu'il existe des électrosensibles à Colomiers et ailleurs, en quête même de zones blanches dans un paysage français où on veut éradiquer justement les zones blanches. Voilà, je voulais simplement apporter une pierre en tout cas à ce débat. Il y a quelques précautions d'usage que vous avez mis dans cette délibération pour amener les gens effectivement à mesurer d'eux-mêmes la nocivité ou pas de ces ondes électromagnétiques, mais vous savez que chaque être est aussi a une sensibilité différente par rapport à ces ondes, et même l'âge des individus peut aussi poser question. Moi, mon inquiétude, elle est vraiment sur la proximité de la crèche, sur la proximité du collège Léon Blum. Je rappelle encore une fois, on parle d'un rayonnement de 300 mètres et non pas de 200 mètres à l'horizontale. Merci. Monsieur Darnaud. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, Madame le maire, Monsieur Gimena? Je voyage beaucoup, notamment en Allemagne où j'ai une équipe à gérer, et j'ai pris récemment des photos d'antennes relais qui sont sur les toits de maisons individuelles. D'accord? Tout récemment, en revenant de Senlis, en passant devant le nouveau lycée qui a été fait, il y a une antenne qui a été faite sur un pylône. Et je suis désolé, force est de constater qu'on est dans c'est un collège ou un lycée? Un lycée. Bon. Il y a beaucoup de désordre. On est d'accord? Néanmoins, on est dans un paradoxe. Vous êtes le premier à tweeter. Les ondes, elles viennent pas par l'opération du Saint-Esprit. Il faut des relais. On est d'accord? Des émetteurs, des récepteurs. Bon. Il y a une demande. Je crois que nous avons, avec la CLAR, mes collègues, bien étudié ce dossier. Je le répète, on ira faire toutes les mesures à Léon Blum, à la crèche, pour dédouaner les seuils de champ magnétique. Et je suis persuadé qu'on sera au même niveau que
les seuils que nous avons constatés sur les autres crèches, où, des fois, nous avons des antennes qui sont encore plus proches. Je ne manquerai pas de publier ces valeurs sur le site comme on l'a toujours fait. Et je suis prêt à en débattre avec vous plus tard. Merci beaucoup pour ces réponses et tout votre travail extrêmement fourni, il est vrai, depuis 3 ans sur ce sujet, avec, comme vous l'avez rappelé, l'ensemble de vos collègues et particulièrement Madame Boubidi et Monsieur Laurier, qui s'investissent aussi à vos côtés, voilà, avec beaucoup d'engagement pour, en effet, trouver dans un dossier complexe les meilleurs équilibres. Je veux vous en remercier au nom du Conseil municipal. Est-ce qu'on peut considérer, peut-être, Madame le maire, les deux délibes en une seule, puisque c'est exactement les mêmes, au pylône et à l'opérateur près? Tout à fait. Donc, comme il n'y a néanmoins pas d'autres interventions, comme il y a néanmoins 2 conventions, je vais les faire voter séparément, mais pas de présentation, bien sûr, spécifique. Vous avez présenté pour l'ensemble. Donc, sur la délibération 10, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Pour la 11, qui s'abstient, qui vote contre, et je vous remercie. La délibération suivante concerne le projet d'échange foncier avec Opidea sur la ZAC des Ramassiers. Je crois, Monsieur Kéchili, que vous avez eu les explications nécessaires et que je vais, j'espère, confirmer à travers les éléments de cette délibération. Donc, c'est un projet d'échange foncier qui vous a déjà été présenté lors du Conseil municipal du 18 décembre 2017. Comme vous le savez, nous avons eu l'opportunité, suite à l'abandon du projet des archives départementales par le Conseil départemental, de faire revenir dans le patrimoine municipal pour l'euro symbolique le terrain d'assiette de ce projet et, en effet, de pouvoir trouver un accord avec Opidea, qui est l'aménageur de la ZAC des Ramassiers, pour régler à cette occasion un certain nombre de dossiers qui étaient en instance. Par cet accord qui vous est présenté, les choses se présentent de la façon suivante. La commune céderait donc à Opidea le terrain concerné, d'une surface de 15 553 m², qui est évalué à 1 960 000 €. Qui est en partie, je vous le rappelle, situé sur la commune de Colomiers et en partie sur la commune de Toulouse. En contrepartie, Opidea cède à la commune de Colomiers les emprises du bois que nous nous étions engagés à faire revenir dans le patrimoine municipal et également de la grange qui fera là aussi l'objet, comme notre programme s'y engagé, d'un projet à vocation culturelle. Donc, le bois de l'Armurier, je vous le rappelle, est d'une surface de 93 300 m². La grange, avec le terrain attenant, est d'une surface de 1877 m². Le bois est évalué à 1 158 000 €, la grange à 193 000 €. Cet échange pourra donc donner lieu à une soulte compte tenu des évaluations. Une soulte d'abord d'un montant de 609 000 € à la charge d'Opidea. Et cette soulte pourra être revalorisée après que le PLUH soit devenu et rendu opposable, puisqu'il permettra donc une constructibilité sur le terrain concerné, et donc il permettra de revaloriser la soulte à hauteur de 236 000 €, ce qui ferait donc et fera donc une soulte qui nous sera versée par Opidea de 845 000 €. Et les domaines ont eu donc à se prononcer sur cet échange. Voilà la délibération qui vous est présentée et proposée, je pense, qui permet de traiter l'ensemble des sujets de façon favorable pour la ville de Colomiers, en accord avec Opidea et la métropole. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie.
La délibération suivante concerne une déclaration préalable que nous devons déposer pour une modification de façade s'agissant du quartier du Sècheron, donc qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine qui est engagée sur ce quartier. La ville de Colomiers, dans le cadre de ce grand projet, envisage de démolir 2 dalles situées en cœur de quartier. Ces dalles sont intégrées, contiguës au mur des façades de 4 copropriétés, donc situées aux adresses qui vous sont indiquées, Couseran, Cerdagne, Mondolme et à nouveau Cerdagne. La démolition de ces dalles va laisser donc apparaître la façade avec un impact lié à cette démolition. Et donc, nous proposons au syndic d'installer sur toute l'emprise laissée libre de l'épaisseur de la dalle enlevée un ouvrage métallique comprenant des panneaux sur une ossature permettant de gérer à la fois l'isolation et l'étanchéité de la structure. Cette intervention portera bien sûr sur le linéaire d'ensemble et identifier des façades, comme cela vous est indiqué dans le plan. En complément, un auvent sera également apposé spécifiquement sur la façade est de la copropriété du 7 allée du Couseran, au-dessus des portes de garage. L'ensemble de ces dispositions a reçu un avis favorable par vote en assemblée générale des 4 copropriétés, ce qui nous permet donc de vous solliciter pour m'autoriser à déposer une demande de déclaration préalable pour effectuer ces travaux sur ces copropriétés. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Je t'ai oublié? Ah bon. Pardon. Donc, le chapitre suivant concerne les marchés publics, avec la vente d'un véhicule utilitaire nacelle, et c'est Monsieur Saralier qui nous en parle. Oui, Madame la maire, chers collègues. Donc, ça porte sur la vente d'un véhicule utilitaire Nissan pour levage nacelle marque Secani, acheté en 2008. Cet engin, aujourd'hui, n'a plus de fonctionnalité désirée, notamment en termes de levage hydraulique, où il y a un problème technique qui nécessiterait des réparations importantes et des coûts de maintenance élevés. L'objectif est de partir dans une location périodique pour ne plus avoir à gérer des problèmes techniques très spécifiques qui ne peuvent pas être traités en interne. Cette vente est inscrite dans une démarche d'épuration du parc de véhicules et engins. L'intérêt pour la collectivité est que ce matériel sorte rapidement du parc. Plus d'assurance, plus de risque de dégradation, une garantie que l'acquéreur ne désiste pas avec le temps. L'acquéreur est la société Acced, située à Haute-Rive, qui vend et répare du matériel de levage. Pour la vente du matériel, nous avons plusieurs options. La vente de gré à gré, la vente aux enchères via site internet dédié, Agorastore. Dans notre cas, nous avons privilégié la vente de gré à gré pour des raisons de rapidité et d'opportunité. Nous avions connaissance d'un acquéreur sérieux. À la suite de la délibération, nous signerons avec l'entreprise Acced un contrat de vente. Monsieur Saralier, est-ce que vous avez des observations? Oui, Monsieur Keshidi. Oui, je suis quand même assez étonné qu'on ne recourt pas à Agorastore, d'autant qu'on a pris un abonnement chez eux qui nous coûte 400 €. Ça fait partie des décisions que vous avez prises, Madame la maire. Page 11. Donc parmi c'est la première décision sur les marchés publics. Fourniture et prestation de vente aux enchères publiques en ligne. Conclu avec la société Agorastore à Montreuil pour un montant de 400 €. Donc si j'ai bien compris, ce véhicule a été vendu sans appel. Voilà, j'aimerais bien qu'on nous donne un peu plus, mais juste pour comprendre quelles sont les procédures. Oui. Bon, d'abord, pourquoi on ne l'a pas vendu sur Agorastore? Parce qu'on était à quelques jours près, quelques semaines près. Et puis, quelle a été la procédure qui a été suivie pour... quand on me dit le plus offrant, le meilleur prix, ça veut dire que cette offre a été mise en concurrence.
Bien. Ne me dites pas que 14 000 euros, ça n'est pas rien. Hein. Monsieur Non. Kéchidi. Non. Non, ne me parlez pas Excusez-moi, comme madame. ça. Excusez-moi. quand même. J'avais même pas commencé à vous répondre. Je n'ai rien dit pour l'instant. Voilà. Donc, j'allais simplement vous dire, si vous me le permettez, Monsieur Kéchidi, que j'imagine, même si je ne me suis pas occupé directement et particulièrement de ce dossier, qu'il faut avoir un panel de procédures à notre disposition et que certainement les services nous le confirmeront. Certains dispositifs sont plus opérants, efficaces et efficients que d'autres et que peut-être, et d'ailleurs en vous écoutant, la vente aux enchères d'un utilitaire nacelle n'aurait peut-être pas porté aussi bien ses fruits que la procédure qui a été utilisée là, qui nous accorde quand même d'accepter une offre de 14 000 euros. Alors, la procédure par enchère, me dit-on, est utilisée pour certainement d'autres cas. Elle n'a pas été apparemment utilisée pour celui-là, parce que je suppose, mais les éléments, Monsieur Saralier va nous le confirmer, nous ont autorisé à penser que c'était tout aussi efficace. Monsieur Saralier. Oui, Madame le maire, j'ai les éléments comptables. Hein. Donc, la valeur d'acquisition était de 64 216,83 €. L'amortissement de 2009 à 2017 est de 57 789 €. Donc, la valeur comptable nette au 31/12/2017 est de 6 427,83 €. Et on revend ce véhicule 14 000 €. Et de vous dire, ça n'a strictement aucun rapport. Oui, non, mais Ça n'a strictement aucun rapport. Vous me parlez, on va pas revenir à ces histoires d'amortissement. Vous me parlez d'un amortissement comptable. Ne me dites pas que cet engin valait 6 000 €. En général, on fait du gré à gré. La preuve, on a vendu 14 000. Quand la mise en concurrence est infructueuse. Quand c'est infructueux, on n'a pas pu vendre au prix qui nous intéressait aux enchères, ben on va chercher une autre possibilité. Alors, en même temps, je crois que là, nous avions un acquéreur qualifié de sérieux et qui était prêt à acquérir cet véhicule utilitaire nacelle. C'est la procédure qui a été choisie, Monsieur Kéchidi, qui nous a paru correcte. Dans le cas particulier, c'est celle donc que je vous présente, en considérant que dans ce cas-là, les services ont considéré que la procédure par enchère n'était pas, compte tenu du modèle et du sérieux de l'acquéreur qui s'est présenté, n'était pas plus efficace. Voilà. Et je considère qu'en réalisant une plus-value finalement de 7 500 € et en vendant ce véhicule 14 000 € net, c'est une bonne gestion des deniers publics. Voilà. Donc, voilà notre réponse. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame la maire. Mais y a-t-il eu finalement mise en concurrence ou pas? Enfin, oui ou non? Je n'ai pas bien compris. Eh bien, je ne pense pas, puisque il y a un acquéreur pressenti sérieux qui s'est présenté, société Acced à Haute-Rive, et donc la vente a été conclue de gré à gré. Voilà. C'est transparent, hein, il n'y a pas de... J'aurais préféré un pas sérieux et Ah non, plus cher. ça non, c'est pas ça. Non, là je crois qu'il faut être justement sérieux, Monsieur Quartereux. Votre réponse, Oui. votre réponse ne correspond à rien. On Un va pas sérieux est plus cher. philosopher sur le sérieux alors. Voilà, c'est mieux. Bon, écoutez, voilà, hein, c'est notre proposition. J'entends vos observations. On demandera au service de mieux justifier, mais je pense qu'ils l'ont fait avec un grand sérieux et le souci toujours des deniers publics.
Donc je valide ce point tel qu'il vous est présenté et je le mets aux voix donc comme cela. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et on passe au rapport annuel sur les marchés publics qui nous est présenté par Monsieur Vergnol. Madame le maire, chers collègues, comme chaque année, nous vous présentons un récapitulatif des marchés notifiés au cours de l'année 2017. Il faut préciser qu'il n'est pas obligatoire de présenter ce rapport en conseil municipal, mais nous avons fait le choix de vous présenter cette liste de façon volontaire, dynamique et en toute transparence. Vous avez donc en pièce jointe le rapport annuel des marchés publics qui recense les différents marchés notifiés en 2017, que cela soit en travaux, services ou fournitures. L'autre planche. Voilà. La commission d'appel d'offres est une commission exigeante quand elle requiert une grande disponibilité. En 2017, cette commission s'est réunie 16 fois. Vous pouvez prendre connaissance de la composition de la commission d'appel d'offres, membres titulaires et suppléants. Je tiens à les remercier pour leur présence, leur disponibilité et leur implication. La commission d'appel d'offres est l'instance de droit commun pour attribuer les marchés publics. Elle choisit l'offre de l'entreprise qui se révèle être économiquement la plus avantageuse. Madame le maire a souhaité, pour plus de transparence, élargir le rôle premier de la commission. Ainsi, si la commission attribue légalement les marchés à procédure formalisée, 221 000 € hors taxes à partir du 1er janvier 2018 pour les marchés à procédure de services de fourniture et 209 000 € jusqu'au 31 décembre 2017 et plus de 5 448 000 € hors taxes à partir du 1er janvier 2018 pour les marchés de travaux, 5 225 000 € hors taxes jusqu'au 31 décembre 2017. Elle intervient aussi à Colomiers sur les marchés inférieurs à ces seuils en donnant un avis sur ces achats qui, je le répète, ne relèvent pas des pouvoirs d'attribution de la CAO, mais du pouvoir d'attribution du pouvoir adjudicateur. Ainsi, si nous avions dû respecter la réglementation, sur 126 marchés notifiés en 2017, seuls 10 marchés doivent passer en commission d'appel d'offres pour attribution, soit 8% du total des marchés. La CAO se prononce donc sur la pertinence économique et juridique de l'offre et non sur la définition du besoin. L'article 6 du décret de 25 mars 2016 relatif au marché public précise que c'est au pouvoir adjudicateur et donc à Madame le maire, assisté des services, de déterminer le niveau auquel les besoins sont évalués. Le pouvoir de décision de la CAO est donc souverain pour les marchés à procédure formalisée, appel d'offres par exemple. La planche 3 met en évidence la décomposition des marchés inférieurs et supérieurs à 25 000 € hors taxes. Au cours de l'exercice 2017, 126 marchés ont été notifiés, 37 marchés de plus de 25 000 €, 89 marchés de moins de 25 000 €. Le périmètre achat en 2017 de la collectivité représente environ 16 millions d'euros, y compris l'électricité et le gaz, pour les plus grands projets type construction ou rénovation d'écoles qui varient d'une année sur l'autre. Ces 89 marchés de moins de 25 000 € représentent 395 000 € hors taxes pour l'année 2017, soit environ 2,5% du périmètre achat, ce qui est, vous en conviendrez, très peu. À noter que le nombre de marchés notifiés en 2017 est le plus important depuis 2014. Concernant les 37 marchés dont le montant est supérieur à 25 000 €, cette planche met en évidence le type de procédure utilisée. Je rappelle que les procédures utilisées sont choisies en fonction du montant estimé du marché. En dessous de 209 000 € hors taxe pour les marchés de fourniture de services et en dessous de 5 225 000 € hors taxe pour les marchés de travaux, la procédure adaptée s'applique. Elle permet de négocier tant sur le prix que sur d'autres points, comme la valeur technique ou encore les délais. Au-dessous de ces seuils, les procédures formalisées s'appliquent obligatoirement. La procédure formalisée la plus connue étant bien sûr l'appel d'offres. Compte tenu de ces précisions, il n'est pas surprenant de constater que 27 marchés sur 37
ont été traités en procédure adaptée. Concernant nos 37 marchés dont le montant est supérieur à 25 000 € hors taxes, cette planche met en évidence la décomposition par type de marché. Nous pouvons constater que les marchés de travaux sont moins importants. En effet, en 2017, il y avait 16% contre 29% en 2016. Par contre, les marchés de services sont beaucoup plus importants. 46% en 2017 contre 32% en 2016. Cette planche vous indique la répartition de nos 37 marchés de plus de 25 000 € hors taxes par direction. Comme vous pouvez le constater, et en toute logique, c'est la direction des services techniques et du cadre de vie qui, comme en 2016, a passé le plus de marchés en 2017. Le service de la commande publique développe la fonction achat dans un objectif de performance. La performance achat se décline autour de différents indicateurs, dont acheter moins cher, par exemple, le marché de maîtrise d'œuvre de Lamartine, la négociation des taux horaires sont passés de 9,53% à 9,30% avec un gain donc de 2,%. Et le marché d'acquisition d'un logiciel de marché public, donc le prix plus le gain, nous avons réussi à négocier 13,5%. Mais les gains achats ne sont pas que des gains budgétaires. Acheter mieux est une notion de qualité. Maîtriser le risque fournisseur en encadrant au mieux les délais de livraison des travaux et l'exécution des marchés. Les contreparties supplémentaires acquises. Par exemple, concernant la mise à disposition, installation, maintenance et entretien de mobilier urbain à usage d'information municipale et à usage de publicité accessoire, eh bien, grâce à notre négociation, nous avons permis d'avoir plus de mobilier publicitaire par rapport à l'offre initiale. C'est aussi acheter responsable. Donc, introduction de clauses sociales dans le marché de rénovation de l'école Lamartine, que nous notifierons bientôt au printemps 2018. Le cahier des charges comporte des clauses visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle en fixant un nombre d'heures d'insertion minimale. Voilà, sur le tableau, vous avez le nombre d'heures que nous avons mis en place pour les insertions. En conclusion, et au terme de cette présentation, je tiens à rappeler que la commission d'appel d'offres travaille en toute transparence et que ce recueil d'accès à vos documents en est la preuve. Je souhaite également rajouter que de nombreuses collectivités territoriales ou municipales n'ont pas le même niveau d'exigence quant aux marchés qui passent en commission d'appel d'offres. Par exemple, les marchés de moins de 80 000 € hors taxes, voire de moins de 221 000 € pour les marchés de fourniture et de services et de moins de 5 448 000 pour les marchés de travaux, ne sont pas traités dans certaines commissions. J'exprime ma gratitude au personnel, tous services confondus, pour le sérieux de leur exposé en commission. Je remercie également tous les services de la mairie et tout particulièrement le service de la commande publique qui concourt à la réussite de cette démarche performance achat. Je demande enfin au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel des marchés publics conclu pour l'exercice 2017. Merci, Monsieur Vergnol. Est-ce que vous avez des observations, des demandes de complément d'information, Monsieur Quartero? Je vous remercie, Madame la maire. Alors, je voudrais remercier Monsieur Vergnol pour sa conduite des réunions avec les moyens dont il dispose et remercier également les services pour leur travail. Mais je vais revenir une nouvelle fois sur nos pensées, mes pensées plus particulièrement sur cette commission. Et vous avez dit tout à l'heure, il faut travailler sur les dossiers en commission. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et pour ce qui concerne la commission d'appel d'offres, cela me semble être une sage suggestion, car nous sommes, nous, les membres de cette commission, pénalement responsables de nos décisions. Je l'ai déjà dit. Dommage que les discours ne se traduisent pas par des actes, Madame la maire. En effet, vous ne m'avez pas communiqué les pièces demandées, comme le bilan de la société retenue pour construire le futur cinéma, par exemple. Depuis donc cette ubuesque commission où 2 bilans de 2 sociétés différentes ont été présentés pour démontrer les capacités financières du seul prétendant, eh bien depuis, je ne me suis plus présenté à cette commission.
J'y reviendrai, mais de grâce, arrêtons cette opacité. Nous sommes, nous, des décideurs indépendants des partis, des groupes, des entreprises, etc., etc. Et cela, peut-être, demandera un peu de courage pour nous permettre d'accéder aux documents qui nous permettront de décider. Je vous remercie. Monsieur Vergnol. Je n'ai pas de réponse à apporter à Monsieur Quartero. C'est vrai que j'ai bien noté qu'il n'était pas très souvent présent. Voilà, 4 fois en 2017. Toutefois, je veux dire, tous les documents que je demande au bureau, je les ai, je peux les consulter, je travaille en amont. Donc, je ne comprends pas, si vous voulez, la problématique de Monsieur Quartero. Merci. D'autres observations? Donc je mets aux voix. Donc prendre acte du rapport annuel des marchés publics conclu pour l'exercice 2017. Qui s'abstiennent? Qui vote contre? Je vous remercie. On passe au chapitre éducation et il nous reste à pourvoir notre présence au conseil d'administration des collèges et lycées par des membres de la liste et du conseil municipal suite au retrait de Madame Sibrac. Oui, c'est ça, Madame le maire. Suite à la démission de la délégation éducation de Madame Sibrac, nous devons délibérer à nouveau pour compléter la présence des élus municipaux au conseil d'administration du collège Victor Hugo, du lycée Victor Hugo et du lycée professionnel Eugène Montel. Donc on reprend l'ensemble. Donc vous pouvez nous faire des propositions. Oui. Donc pour le collège Léon titulaires et suppléants. Voilà, collège Léon Blum, pas de changement. Titulaire, Madame Caroline Vaucher, suppléante, moi-même. Collège Victor Hugo, titulaire, Madame Marie-Christine Chanchorle et suppléante, Madame Caroline Vaucher. Collège Voltaire, pas de changement. 2 titulaires pour ce collège, Mesdames Elisabeth Malem et Caroline Vaucher, et suppléante, Mesdames Chanchorle et moi-même. Pour le collège Jean Jaurès, titulaire, Madame Chevalier, suppléante, Madame Marie-Christine Chanchorle. Pour le lycée Victor Hugo, 2 titulaires, Mesdames Chanchorle et Malem, et 2 suppléantes, moi-même et Madame Kitegui. Pour le lycée Eugène Montel, 2 suppléants, 2 titulaires également, Mesdames Chanchorle et Kitegui, et suppléantes, Mesdames Malem et moi-même. Merci beaucoup. Des questions? Oui, Monsieur Refalot. Oui, c'est juste un étonnement. Comment se fait-il que la délibération qui nous est présentée nous offre un tableau vierge, alors que la délibération est passée en commission éducation, et que lorsqu'elle est passée en commission éducation, nominativement ont bien été désignés des titulaires et des suppléants. C'était même dans l'annonce de l'ordre du jour. Donc, dans la mesure où ça a été entériné, comment se fait-il qu'on n'ait pas, quand on consulte le dossier, les noms des titulaires et suppléants? J'ai une question. Alors, parce que ce qui vous a été présenté en commission, c'est la proposition du groupe majoritaire. Vous avez toujours la possibilité de présenter des noms pour pourvoir à ces listes. Et donc, évidemment, la commission ne présente qu'une proposition et rend transparente la proposition faite par le groupe majoritaire. Depuis, vous le savez, 2014, dans chaque délibération où il convient de pourvoir des postes, les délibérations sont présentées de cette même façon et le groupe majoritaire fait une proposition pour pourvoir à ces postes. Lorsque la loi l'exige ou l'indique, il y a des répartitions en fonction des listes présentes au conseil municipal. Ici, ce n'est pas le cas, et donc ce sont nos propositions définitives en conseil municipal. De façon transparente, manifestement, cela vous a été indiqué en commission, mais ce n'était, j'allais dire, même pas obligatoire que ce le soit.
la commission aurait pu simplement vous présenter la délibération en considérant qu'il fallait pourvoir à ces postes et que le conseil municipal ferait des propositions. Voilà. Effectivement, ça aurait été peut-être plus clair pour la cohérence de la commission vers le conseil municipal. Bon, comme c'est une opération interne au groupe majoritaire, nous ne prendrons pas part au vote. Merci. Très bien. Je mets donc aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. La délibération suivante, coopération internationale, est une délibération que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de reconduire les bourses de mobilité dans le cadre du dispositif Job d'été avec la ville de Victoriaville. Je ne redétaille pas tout le processus. Pour cette année, nous sommes d'accord avec la ville de Victoriaville pour que le dispositif concerne 5 jeunes, à la fois de Victoriaville et 5 jeunes columérins, et donc avec l'attribution des bourses telles qu'elles ont été présentées dans ce cadre-là, pour permettre l'accès des jeunes en fonction de leur coefficient familial et plafonné donc à 1 300 €. Est-ce que vous avez des demandes particulières? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et enfin, pour terminer ce conseil municipal, je vais donc présenter au nom de 3 groupes qui ont souhaité présenter de façon commune, et c'est donc pour cela que je me permets, messieurs et mesdames présidentes et présidents des groupes, Génération Colomiers, Vivre mieux à Colomiers et Alternative Colomiers, de le présenter moi-même en votre nom. Donc c'est un vœu pour une gestion publique de l'eau et de l'assainissement, déposé par les groupes Génération Colomiers, Vivre mieux à Colomiers, Alternative Colomiers. L'eau, c'est la vie. La position exposée dans ce texte n'est pas née d'une vision idéologique, mais elle relève du pragmatisme, elle s'avère finalement d'une grande modernité. Cette position transcende nos sensibilités dans une vision d'intérêt général. Le contrat eau-assainissement liant Veolia à Toulouse vient à échéance en février 2020. Il en sera de même pour la plupart des contrats de délégation de services publics ainsi que des marchés de prestations des autres communes de la métropole. Le Conseil de la métropole, sous la présidence de M. Jean-Luc Moudenc, a engagé une procédure qui peut conduire à déléguer à un opérateur privé la totalité des contrats eau et assainissement des 37 communes de la métropole pour une durée de 12 ans. La ville de Colomiers a toujours montré son attachement à la régie directe publique pour la gestion de la distribution et de l'assainissement de l'eau. Rappelons que le prix de l'eau et l'assainissement en régie à Colomiers, comme dans les villes de Toulouse Métropole, est le moins cher. 1,72 € le mètre cube pour 120 mètres cubes et 2,03 € le mètre cube pour 120 mètres cubes, comparaison entre Colomiers et les autres villes de Toulouse Métropole. Ces tarifs sont globalement inférieurs de 20% environ à ceux pratiqués par les délégataires privés. Une régie publique permet la mise en œuvre d'un juste tarif de l'eau et de l'assainissement, incluant les investissements nécessaires sans la recherche de profit. L'eau est un bien commun indispensable à la vie. Elle ne peut être confiée à des intérêts privés dont l'objectif est la recherche de profit et la distribution de dividendes à des actionnaires. La préservation de cette ressource si précieuse, dans un contexte de changement climatique, de la possible raréfaction de l'eau, la garantie de son accès à toutes et tous et la qualité du traitement nécessitent un réel contrôle des citoyens et des élus et donc de la puissance publique. Seule une régie publique peut assurer ce contrôle et une transparence dans la gestion. La gestion privée oppose à cette nécessaire transparence le secret commercial. Pourquoi donc aujourd'hui en France et dans le monde, de nombreuses métropoles, dont Paris, Nice ou d'autres, font le choix de franchir le pas pour une gestion publique de l'eau?
parce que c'est bien ce choix de la gestion publique qui garantit une qualité de service et un meilleur coût pour l'eau. L'intérêt général nous invite à assumer clairement notre choix devant les columérines et les columérins, tout comme l'ensemble de la population de l'agglomération toulousaine. Le choix d'une gestion publique ou privée de l'eau ne peut se passer d'un débat démocratique. La décision de déléguer la gestion engagerait la métropole pour plusieurs mandats électoraux sans que jamais l'électeur ou l'électrice n'ait pu donner son avis. L'enjeu de l'eau n'est pas un simple enjeu technique, mais un choix politique fondamental. Nous ne pouvons tolérer qu'un tel choix se fasse sans l'exercice du suffrage universel après un débat public. Une décision fin 2018 sans ces garanties serait un déni de démocratie. La ville de Colomiers, dans la continuité de ses choix antérieurs, s'engage pleinement dans la défense d'une gestion publique de l'eau. Je mets donc au débat qui souhaite s'exprimer. Monsieur Fury. Alors, nous n'allons pas prendre part au vote, car on n'a pas d'éléments assez importants pour prendre notre décision, et des négociations sont encore en cours. Voilà, on ne prend pas part au vote. D'autres interventions? Monsieur Gimena. Monsieur Fury, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle négociation il s'agit? Parce que nous, on n'est pas forcément au courant, là, du coup. Moi, encore moins, je ne suis pas la métropole. Eh oui, mais c'est là où le bas blesse. C'est justement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'absence de débat démocratique, de transparence avec les élus de Toulouse Métropole. L'argumentation pour la régie, elle va au-delà des étiquettes politiques. Ça a été dit dans ce vœu. La qualité de l'eau, la pérennisation des emplois, on aurait pu rajouter, le coût de l'eau, moins 20%. Donc c'est quand même assez, j'ai envie de dire, dramatique que dans certains hémicycles, on nous parle de la nécessité de la transparence, d'un débat démocratique, et que sur ces questions qui touchent la vie quotidienne des Toulousains, des 37 communes, on nous confisque ce débat. Et il y a quand même toujours quelques substitutions à avoir quand on est si prompt à cacher, je dirais, les négociations qui sont en cours. Vous êtes vice-présidente de Toulouse Métropole. Est-ce qu'on vous êtes destinataire, je dirais, des documents ad hoc? L'ensemble des élus de Toulouse Métropole sont devant le fait accompli. Voilà. Et donc nous demandons effectivement à ce qu'il y ait un véritable débat et que, au-delà des étiquettes politiques, que le bon sens remporte, je dirais, la situation, quoi, hein. Monsieur Gimena, vous êtes aussi élu de la métropole. Moi, je ne suis pas du tout. Vous êtes plus au courant que moi. Je vous fais part simplement qu'on ne prend pas part au vote. Déjà, ce vœu est quand même un petit peu... les groupes qu'il compose, c'est un petit peu... là, vous prenez la métropole et ce débat sur l'eau, comme s'il y avait une réquisition de l'eau, un rationnement de l'eau. Aujourd'hui... c'est sûr que dès qu'on met le débat sur le prix de l'eau, la qualité de l'eau, là, ça touche tout le monde. Moi-même, je suis sensible. On est tous sensibles à ça. Mais il faut, dans la précipitation où simplement en ne maîtrisant pas les choses, en ne les connaissant pas, on ne peut pas toujours donner son avis. Et parfois, il vaut mieux s'abstenir ou ne pas prendre part au vote. Et je ne prends pas part au vote, et notre groupe ne prend pas part au vote, simplement parce que je n'ai pas assez d'éléments. C'est pas une façon de ne pas être d'accord sur certaines choses, mais je ne peux pas, sur un vœu comme celui-ci, dire que j'ai assez d'éléments pour prendre part à ce vœu et voter ce vote. C'est pour ça, Monsieur Fury, que nous avons demandé à Monsieur Moudin, président de la métropole, d'obtenir une étude notamment différenciée sur la gestion publique en régie et la gestion en délégation de services publics. Nous ne l'avons toujours pas obtenue. Notre collègue Josiane Maug, qui est très présente sur la commission eau et assainissement de Toulouse Métropole, peut nous le confirmer. Nous n'avons toujours pas cela. Au contraire de cela,
ce qui nous a été proposé à la métropole et qui est quand même assez extraordinaire, c'est de devoir voter avant même d'avoir ce débat sur la différence qui pourrait être faite sur les questions de gestion, sur les questions de technique, sur les questions d'investissement entre les deux sujets, c'est d'ores et déjà de nous demander de délibérer sur le principe même de la délégation de service public. Ce qui a permis à Toulouse Métropole, qui est évidemment majoritaire derrière le président Moudenc, de lancer d'ores et déjà les deux appels à candidature, à la fois pour un lot relatif à l'eau et un lot relatif à l'assainissement. Et donc, évidemment, maintenant, on rentre dans un processus qui est dit confidentiel, de sorte que, puisqu'on est rentré directement dans le processus de choix des candidats de la délégation de service public, de sorte que nous ne pouvons plus avoir des informations, puisque le cadre des marchés publics avance sous le couvert de la confidentialité des offres. Et donc, c'est verrouillé. Et donc, ce débat démocratique, nous ne pourrons pas l'avoir, même pas un débat éclairé au sein de la métropole entre élus. Alors peut-être, Josiane, tu peux compléter, mais je pense que ce que je dis est exact. En tout cas, c'est vraiment ma perception du débat. Madame le maire, c'est tout à fait ça. Donc, on est rentré dans cette procédure-là d'offre de candidature qui est absolument opaque. Et on a réclamé effectivement donc une simulation pour la gestion en régie. Elle nous a été promise, mais on la voit toujours pas arriver. Donc, Monsieur Trottmann a adressé un courrier cette semaine pour dire que effectivement l'AMO allait présenter une simulation en régie, mais pour le moment, on ne voit rien encore. Donc, effectivement, c'est assez mal engagé pour le moment. Voilà, donc ce que nous réclamons, c'est un débat, je vous rends la parole, je vous redonne la parole, c'est un débat à la fois en conseil de métropole, un débat éclairé pour les élus et un débat citoyen. Parce que au rythme où est lancée la délégation de service public, elle sera entérinée avant 2020 et les citoyens seront privés d'un débat public et démocratique, puisque à aucun moment dans le débat public et dans finalement le débat municipal tel qu'il a eu lieu en 2014, ce point n'a été ouvert. Non, simplement pour rappeler à M. Fury que ce vœu a été envoyé à l'ensemble des groupes du conseil municipal il y a une semaine. Il nous semble, non, il y a une semaine, c'était lundi dernier, oui, c'est ça de mémoire, où il y avait M. Laurier. Donc il y avait, de mon point de vue, suffisamment de temps pour essayer d'étayer un propos et de sortir justement des positions dogmatiques. Parce que là, il ne s'agit pas de positions dogmatiques, il s'agit de la qualité du service. Voilà. Oui, Madame Berry-Seven. Madame le maire, vous êtes vice-présidente de Toulouse Métropole et nous, à ce titre, on voudrait savoir ce que vous pourriez faire au niveau des 32 autres communes qui sont en régie publique. Pouvez-vous leur faire passer ce vœu? Et, excusez-moi, et également, on voulait énormément remercier le collectif Au Secours 31 qui fait un énorme travail là-dessus. Et on invite tous les habitants à signer les pétitions qui vont circuler sur les marchés et sur le web. Alors nous avons également délibéré et voté un vœu à la métropole qui est dans cette thématique-là et dans ce sens-là. Donc bien évidemment, c'est un débat qui est porté par l'ensemble des groupes d'opposition, que ce soit le groupe du Parti socialiste, le groupe des Verts, le groupe des communistes, le groupe des citoyens, également conduit par Marc Perret et François Lépineux. Mais évidemment, nous ne sommes pas majoritaires sur cette position et donc nos insistances, nos demandes insistantes, nos vœux, le travail de nos élus, j'insiste en commission, leurs demandes répétées n'obtiennent évidemment pas satisfaction. Voilà, donc c'est pourquoi nous renouvelons en conseil municipal. Je recevrai moi-même une délégation de l'association, de l'associatif Au Secours très prochainement.
pour voilà, leur indiquer notre soutien à ce thème-là et j'allais dire à ce combat-là, puisque tout notre combat va être en effet d'essayer de reculer, qu'on puisse avoir au moins une échéance électorale pour pouvoir en débattre de façon citoyenne si ce n'est pas fait avant. Voilà. Non, je ne veux pas avoir le dernier mot. Simplement pour vous dire que c'est sûr que c'est pas facile d'être à l'opposition à Toulouse Métropole ou ailleurs, mais que finalement on est sur une position de principe. C'est presque symbolique, hein, puisque la majorité, comme ça vient d'être dit, c'est le groupe majoritaire de Monsieur Moudinque qui fait la pluie et le beau temps. Donc je pense que les élus et les communes, puisqu'il y a plusieurs communes effectivement qui ont fait ce type de vœu, qui ont voté ce vœu en conseil municipal. Je crois que Blagnac l'a déjà fait, Tournefeuille aussi l'a fait. Pas encore Blagnac? Blagnac ne l'a pas fait, Tournefeuille, ça mouline. Ça bon, mouline. En tout cas, il y a d'autres communes qui s'y préparent et effectivement, mais pour 31, il faudrait font un travail. Et moi, je pense... avec Brax, notamment. Oui, Monsieur Lépineux le fera vraisemblablement. En tout cas, j'espère qu'il l'a fait. S'il l'a pas fait, on lui rappellera. Mais en tout état de cause, ça ne suffira pas. Et si ça ne suffit pas, je pense que nous avons une responsabilité aux côtés des mouvements associatifs pour essayer de mobiliser un maximum la population. S'il y a un mouvement populaire derrière nos vœux, là peut-être que finalement le groupe majoritaire de Toulouse Métropole reverra sa copie. Mais c'est, à mon avis, un élément incontournable pour que M. Moudinque change d'attitude, en tout cas démocratique. Bien, merci beaucoup. Pas d'autres interventions. Je mets donc aux voix ce vœu, dont je le rappelle, nous avons souhaité discuter en réunion de vie municipale, où j'invite tous les présidents et présidentes de groupe à discuter des sujets de ce conseil municipal un peu particulier. Et donc, ce vœu avait été proposé par les groupes concernés à l'ensemble des autres groupes du conseil municipal. Je mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Alors on va se faire plaisir. Qui vote pour? Non, pas tout à fait. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.